Il pensait que sa vie était parfaite, mais il était sur le point de découvrir que l'amour de sa vie était son pire cauchemar. Léo, les mains couvertes de graisse de moteur, croyait avoir trouvé la femme de ses rêves en Chloé, une femme si belle et douce. Il avait abandonné une vie de luxe pour elle, pour vivre simplement, pour être aimé pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Mais ce soir-là, assis à la table de ses beaux-parents, il allait comprendre que son sacrifice n'était qu'une immense et cruelle blague. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien signifie tout pour nous et nous permet de continuer à créer du contenu qui, je l'espère, vous touche et vous inspire. C'est rapide, c'est gratuit et cela fait une énorme différence. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Et mes histoires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent et connecter avec vous tous, où que vous soyez dans le monde. C'est parti, plongeons dans le début de la fin pour la famille qui pensait avoir tout gagné. Les mains de Léo n'étaient pas faites pour le cristal. C'était la première pensée qui lui traversa l'esprit alors qu'il était assis à l'immense table en acajou de ses beaux-parents dans leur villa cossue des hauteurs de Lyon. Ses doigts, épais et calleux, marqués par des années de travail sur des moteurs de voiture, semblaient déplacés, presque vulgaires, à côté des couverts en argent et des verres si fins qu'ils semblaient pouvoir se briser au moindre contact. Il portait sa plus belle chemise, mais il se sentait comme un imposteur, un corbeau au milieu d'un rassemblement de paons. En face de lui, sa femme Chloé rayonnait. Elle était chez elle ici, dans ce monde de luxe discret et de conversation polie. Il l'aimait plus que tout, et c'était pour elle qu'il endurait ces dîners mensuels qui ressemblaient plus à des interrogatoires qu'à des réunions de famille. Le conflit a commencé, comme toujours, avec Antoine, le frère de Chloé. Antoine était tout ce que Léo n'était pas, diplômé d'une grande école de commerce, vêtu d'un costume impeccable et avec un air de supériorité permanent collé au visage. Il reposa son verre de vin, un grand cru coûtant plus cher que le salaire hebdomadaire de Léo, et lança un regard amusé par-dessus la table. « Alors Léo, toujours à jouer avec des boulons, j'espère que tu as bien lavé cette graisse avant de toucher les verres en cristal de maman. » Un petit rire sec fusa de la part de sa mère, un sourire fin comme une lame sur ses lèvres parfaitement maquillées. Le père, lui, ne dit rien, trop occupé à examiner son téléphone, comme si la conversation était indigne de son attention. Léo sentit le sang monter à ses joues. Il ne répondit pas, se contentant de serrer les poings sous la table. Il chercha le regard de Chloé, espérant un signe de soutien, un mot pour le défendre. Mais elle ne fit rien. Elle baissa les yeux vers son assiette, un petit sourire nerveux et gêné flottant sur ses lèvres. Ce silence fut plus douloureux que l'insulte d'Antoine. C'était une trahison silencieuse, une confirmation qu'elle avait honte de lui, honte de l'homme simple qu'il prétendait être pour elle. Il avait tout quitté pour cette simplicité, pour un amour qu'il pensait pur, mais il réalisait que pour elle, cette simplicité était une source de gêne, une tache sur le tableau parfait de sa vie. Le reste du repas se déroula dans une atmosphère glaciale, ponctuée par les vantardises d'Antoine sur son futur poste dans une grande entreprise et les critiques à peine voilées de sa mère sur le petit appartement où vivaient Léo et Chloé. Plus tard dans la soirée, alors que la famille s'était réunie au salon, Léo remarqua Chloé absorbée par son téléphone. Il s'approcha doucement et jeta un œil par-dessus son épaule. Elle faisait défiler son profil Instagram, un monde de photos parfaites, de brunch entre amis, de vacances dans des lieux exotiques. Il chercha son propre visage, une photo de deux, un souvenir de leur mariage simple il y a à peine 1 an. Il n'y en avait aucune. Il avait été effacé, gommé de sa vie publique. C'était comme s'il n'existait pas, comme si elle vivait une double vie. Celle, parfaite et glamour, qu'elle montrait au monde, et celle, modeste et cachée, qu'elle partageait avec lui. La douleur dans sa poitrine était si vive qu'il eut du mal à respirer. Il se sentait invisible, un secret honteux qu'elle gardait bien enfermé. Il l'aimait plus que tout, mais ce soir-là, pour la première fois, il a commencé à se demander qui était vraiment la femme qui partageait son lit. Il a commencé à voir les petites fissures dans la façade parfaite, les regards fuyants, les conversations téléphoniques murmurées dans une autre pièce.
Il ne savait pas encore que ce dîner n'était que le début de sa descente aux enfers, le premier acte d'une tragédie qu'il n'avait pas vu venir. Mais ce qu'elle et toute sa famille ignoraient, c'est que l'homme qu'il prenait pour un simple mécanicien sans le sou était en réalité l'homme le plus puissant de la ville, et que leur petit jeu cruel venait de déclencher un compte à rebours dont ils ne sortiraient pas indemnes. La patience de Léo avait des limites, et ils étaient sur le point de les atteindre. Le silence dans la petite voiture de Léo sur le chemin du retour était plus lourd et plus oppressant que l'air d'un tombeau. Chloé était assise sur le siège passager, le visage illuminé par la lueur froide de son téléphone, tapant furieusement sur l'écran. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la villa de ses parents. Léo, les mains crispées sur le volant, tenta de briser la glace. Le dîner était bien. Sa voix sonnait faux même à ses propres oreilles. Chloé ne leva même pas les yeux. Fut sa seule réponse. Un son dédaigneux qui signifiait clairement que la conversation était terminée. Léo sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas seulement de l'indifférence, c'était du mépris. Ils conduisaient leur vieille voiture qui faisait des bruits étranges, tandis qu'elle rêvait sans doute des voitures de luxe garées dans l'allée de ses parents. Il était le rappel constant de la vie qu'elle ne voulait pas, le boulet qu'elle traînait en attendant mieux. De retour dans leur petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, le contraste avec la richesse qu'ils venaient de quitter était brutal. Les murs étaient fins, les meubles simples, mais c'était leur foyer. Ou du moins, c'est ce que Léo avait cru. Tandis qu'il se changeait pour mettre des vêtements plus confortables, il entendit le petit son familier d'une publication sur Instagram. Par curiosité douloureuse, il prit son propre téléphone et ouvrit l'application. La première chose qu'il vit fut une story de Chloé. C'était une photo magnifique du dîner. La table parfaitement dressée, ses parents souriants, Antoine levant son verre, Chloé était au centre, resplendissante. Mais quelque chose clochait. Léo zooma sur la photo. Il était là, ou plutôt, son épaule était là. Elle l'avait délibérément coupé de la photo, ne laissant qu'un fragment de sa chemise visible sur le bord du cadre. La légende disait « Soirée parfaite en famille ». Il avait été effacé numériquement de sa propre vie, réduit à un bord de tissu anonyme. La douleur était physique, comme un coup de poignard dans la poitrine. C'est à ce moment précis que son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois, c'était un appel. Le nom de sa sœur s'afficha sur l'écran. Son cœur se serra. Elle n'appelait jamais si tard. La voix de sa sœur, tremblante de l'autre côté du fil, confirma ses pires craintes. « Léo, c'est maman. Elle a fait une nouvelle crise. Le médecin dit que son état s'aggrave. Il y a un nouveau traitement, des médicaments qui pourraient vraiment l'aider, mais ils ne sont pas remboursés. Il nous faut près de 1 000 € et il les faut pour demain. » Léo s'assit lourdement sur le bord du lit, la tête entre les mains. 1 000 €, c'était une somme énorme pour eux. Il avait mis de l'argent de côté, chaque centime durement gagné au garage, sur leur compte commun. Il y avait un peu plus de 1 200 €. C'était juste assez. « Ne t'inquiète pas, » dit-il à sa sœur, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Je m'en occupe. J'irai à la pharmacie de garde dès maintenant. » Il attrapa son portefeuille et la carte bancaire commune, le cœur battant d'angoisse pour sa mère, mais aussi d'une étrange lueur d'espoir. Peut-être que face à une urgence pareille, Chloé montrerait enfin le visage de la femme qu'il avait épousée. Il la trouva dans le salon, toujours sur son téléphone. « Chloé, il faut que je te parle. Ma mère est malade, très malade. J'ai besoin de prendre l'argent du compte commun pour ses médicaments. C'est une urgence. » Elle le regarda enfin, mais son expression n'était pas celle de l'inquiétude, c'était de l'agacement. « Tout l'argent ? Léo, tu es sérieux ? Je comptais utiliser une partie de cet argent pour... » Elle s'interrompit, mais il était trop tard. Léo ne l'écouta pas. Il sortit en trombe, courant vers la pharmacie la plus proche. Arrivé au comptoir, essoufflé, il tendit l'ordonnance et la carte bancaire. La pharmacienne prépara les médicaments. Le montant s'afficha sur le terminal de paiement. 980 €. Il inséra la carte, tapa le code. 1 seconde d'attente, puis les mots fatidiques en lettres rouges. Paiement refusé. Un frisson glacial parcourut son échine. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Essayez encore. » La pharmacienne réessaya. Même résultat. « Désolé, monsieur. Solde insuffisant. » Humilié, paniqué,
Léo sortit de la pharmacie et ouvrit l'application de sa banque sur son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à taper son mot de passe. Quand la page du compte s'afficha, il crut que ses yeux le trompaient. Solde, 23 €. Il fit défiler l'historique des transactions, le cœur battant à tout rompre, et là il le vit. Une seule transaction, effectuée cet après-midi même, un débit de 1200 €. Le nom du bénéficiaire lui fit l'effet d'une gifle en plein visage, maroquinerie de luxe, rue du Faubourg Saint-Honoré. Chloé avait vidé leur compte, l'argent destiné aux urgences, l'argent pour sauver sa mère, pour s'acheter un sac à main de luxe. Fou de rage et de douleur, il rentra à l'appartement. Il ne cria pas, il était au-delà de la colère. Il lui montra simplement l'écran de son téléphone. Elle eut le culot de ne pas paraître coupable. « Quoi ? C'est aussi mon argent, Léo. J'ai le droit de me faire plaisir de temps en temps. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as aucun goût pour les belles choses. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'il faisait semblant de dormir, il l'entendit chuchoter au téléphone avec sa mère. Il tendit l'oreille. « Oui, maman. » Non, il ne se doute de rien. Je ne sais pas combien de temps je vais encore supporter cette mascarade. Vivre comme une pauvre, c'est un enfer. Il faut que je tienne encore un peu, juste quelques mois, jusqu'à ce que le contrat soit finalisé. Après ça, je serai libre et riche. Le mot « contrat » résonna dans son esprit. Quel contrat ? Il ne comprenait pas, mais il savait que c'était la clé de tout. C'est alors qu'un souvenir lointain refit surface, un objet qu'il n'avait pas touché depuis le jour de son mariage. Il se leva sans un bruit et se dirigea vers le fond de leur armoire. Derrière une pile de vieux vêtements, il sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, protégée par un morceau de velours, se trouvait un vieux portefeuille en cuir usé qu'il gardait comme un talisman de son ancienne vie. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo, pas de vieille carte, juste une seule et unique carte bancaire. Elle était noire, faite d'un métal lourd et froid, sans aucun nom inscrit dessus, juste une puce dorée qui brillait faiblement dans la pénombre. C'était sa porte de sortie, son secret le plus profond. Il enfila une veste, glissa la carte dans sa poche et sortit dans la nuit silencieuse. Il marcha jusqu'au distributeur de billets le plus proche, le cœur au bord des lèvres. Il inséra la carte, l'écran s'alluma, lui demandant son code. Il tapa les 4 chiffres de son passé, puis il sélectionna l'option « Afficher le solde ». Le chiffre qui s'afficha sur l'écran n'était pas un solde, c'était une déclaration de guerre. Et Léo, le mécanicien au cœurs brisés, venait de se souvenir qu'il était un roi. Le chiffre qui s'afficha sur l'écran du distributeur n'était pas un simple nombre, c'était une arme. 7 chiffres avant la virgule, une somme si vertigineuse qu'elle semblait irréelle dans la froide lumière de la nuit lyonnaise. Léo retira la carte noire, la sentant lourde et puissante dans sa paume. Il n'était plus Léo le mécanicien humilié. Il était de nouveau Léo Dubois, l'homme qui pouvait acheter et vendre le monde entier de Chloé et de sa famille sans même y penser. La première chose qu'il fit fut de retirer 1000 € en liquide, les billets craquant sous ses doigts comme une promesse de salut. Il courut à la pharmacie, acheta les médicaments pour sa mère et organisa son transfert immédiat dans la meilleure clinique privée de la région, payant l'intégralité des frais pour les semaines à venir d'un simple virement depuis son téléphone professionnel, un appareil qu'il gardait caché et chargé pour ce genre de situation. Sa mère était en sécurité, c'était tout ce qui comptait. Maintenant, il était temps de s'occuper du reste. De retour à l'appartement, Chloé dormait profondément, un léger sourire aux lèvres, rêvant sans doute à son nouveau sac. Léo la regarda, et pour la première fois, il ne ressentit ni amour, ni douleur, mais un calme glacial et déterminé. La mascarade était terminée pour lui, mais pour elle, le vrai spectacle allait commencer. Le lendemain matin, il se comporta comme si de rien n'était. Il prépara le café, le visage marqué par une fausse fatigue et une tristesse étudiée. Quand Chloé lui demanda des nouvelles de sa mère, il répondit d'une voix lasse qu'il avait réussi à emprunter de l'argent à un vieil ami du garage, et que sa mère était stabilisée. Chloé afficha une mine de compassion superficielle. « Oh, mon pauvre chéri, je suis tellement désolée pour hier soir, j'ai été stupide. Promis, je te rembourserai. » Elle ne le pensait pas, et il le savait. C'est ce jour-là que Léo commença sa nouvelle vie, celle d'un espion dans sa propre maison. Il acheta en ligne une minuscule caméra, pas plus grosse qu'un bouton de chemise, et l'installa discrètement dans le salon, dissimulé dans un faux détecteur de fumée. Il activa également une application sur son téléphone qui enregistrait automatiquement tous les appels entrants et sortants.
Il était devenu un chasseur, et sa proie ne se doutait de rien. Les preuves ne tardèrent pas à s'accumuler. Les conversations téléphoniques de Chloé avec sa mère étaient un trésor d'informations. Il les écoutait chaque soir, le cœur serré de dégoût. Elle parlait ouvertement du contrat, qui s'avéra être un contrat de mariage qu'elle lui avait fait signer. Il se souvint vaguement du document, un tas de papiers qu'elle lui avait présenté comme une simple formalité administrative avant leur mariage civil. Il avait signé sans lire, aveuglé par l'amour. Il découvrit avec horreur que ce contrat stipulait qu'en cas de divorce après 2 ans de mariage, elle obtiendrait la moitié de tous ses biens. Il se moquait de sa naïveté, de sa crédulité. « Encore 18 mois à tenir, maman », disait Chloé en riant. 18 mois à jouer la comédie avec ce pauvre type, et ensuite, nous serons riches à millions. Son entreprise vaut une fortune, il est juste trop bête pour le gérer lui-même. L'entreprise, elle parlait de son garage. Elle pensait que ce petit garage délabré était tout ce qu'il possédait, ignorant que ce n'était qu'une façade, un hobby qu'il maintenait pour garder les pieds sur terre. La véritable source de sa fortune, Innovatech, l'empire technologique qu'il avait bâti sous un pseudonyme, restait son secret. Les jours passaient et le dossier numérique de Léo sur son ordinateur portable sécurisé grossissait. Il avait des enregistrements audio de Chloé se plaignant de sa vie de misère, des captures d'écran de ses conversations WhatsApp avec Antoine où il l'appelait le prolo et se moquait de ses mains sales. Il avait même récupéré, grâce à un contact discret, les images de vidéosurveillance de la boutique de luxe montrant Chloé dépensant l'argent des médicaments de sa mère avec un sourire radieux. Elle était devenue de plus en plus arrogante, de plus en plus imprudente, elle ne se cachait même plus. Un après-midi, elle rentra à la maison, excitée, brandissant 2 billets d'avion. « Surprise, je nous ai réservé un week-end à Dubaï. C'est Antoine qui nous invite pour fêter sa future embauche. » Léo la regarda, impassible. « Dubaï ? Comment peut-on se le permettre ?» Elle éclata de rire, un son strident et méprisant. « Oh, Léo, ne sois pas si terre à terre. Antoine a des contacts. Et puis, il faut bien profiter un peu, non ? Tu ne vas pas passer ta vie entière à sentir l'huile de vidange. » C'est à ce moment-là qu'il sut qu'il avait besoin d'un allié. Il ne pouvait pas faire ça seul. Il pensa à la seule personne en qui il avait une confiance absolue, la seule personne qui connaissait son secret depuis le début, Sylvie, son assistante personnelle et directrice des opérations chez Innovatech. C'était une femme d'une 50aine d'années, d'une loyauté sans faille et d'une efficacité redoutable. Il l'appela depuis son téléphone professionnel. « Sylvie, j'ai besoin de vous. C'est personnel. » Il lui raconta tout, sans omettre aucun détail humiliant. Il lui envoya les enregistrements, les captures d'écran. De l'autre côté du fil, le silence de Sylvie était lourd de fureur contenue. « Ce monstre !» siffla-t-elle. « Léo, dites-moi ce que je dois faire. Je suis à votre entière disposition. » L'aide de Sylvie fut inestimable. Elle engagea discrètement le meilleur avocat de France, spécialisé dans les divorces complexes et les fraudes. Ensemble, ils commencèrent à monter un dossier en béton armé. Sylvie découvrit que le contrat de mariage était non seulement moralement abject, mais qu'il contenait également des clauses juridiquement contestables, rédigées par un avocat véreux, ami de la famille de Chloé. Ils avaient un angle d'attaque. La maladie de la mère de Léo devint son excuse parfaite pour éviter le voyage à Dubaï. Il passait ses journées à son chevet à la clinique, tenant sa main, lui lisant des livres, tout en coordonnant son plan par message crypté avec Sylvie. Sa mère, qui se remettait doucement, ne se doutait de rien, heureuse de voir son fils si présent. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il trouva Chloé et Antoine dans le salon, en train de boire du champagne. Ils revenaient d'une soirée. Antoine était particulièrement odieux. « Tu sais, Léo, dit-il en titubant légèrement, Chloé m'a dit que tu avais refusé de venir à Dubaï. C'est dommage, tu aurais pu voir ce que c'est, la vraie vie. Mais bon, chacun sa place, n'est-ce pas ? Certains sont faits pour servir, d'autres pour être servis. » Léo ne répondit rien. Il se contenta de regarder le petit point rouge de la caméra dissimulée qui clignotait discrètement dans le coin de la pièce, enregistrant chaque mot, chaque ricanement. Il avait maintenant tout ce qu'il fallait. Les preuves étaient accablantes,
Le plan était en place et l'avocat attendait son signal. Le moment de la vérité approchait, plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer. Et il avait décidé que la scène de la confrontation finale ne serait pas un tribunal, mais un endroit bien plus personnel, bien plus humiliant pour eux. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre que le gibier y entre de son plein gré. Le piège était prêt, mais Léo savait que pour que la chute soit vraiment spectaculaire, il devait laisser ses adversaires monter encore plus haut. Il devait endurer une dernière, ultime humiliation. L'occasion parfaite se présenta sous la forme de l'anniversaire d'Antoine. La famille de Chloé avait décidé d'organiser une grande fête dans leur villa, invitant tout le gratin de la société lyonnaise. Léo était bien sûr convié, mais il savait qu'il n'était pas un invité, mais l'attraction principale du cirque, le clown triste dont tout le monde allait se moquer. Il accepta d'y aller, le cœur lourd, mais l'esprit clair. C'était la dernière pièce de son puzzle, la scène finale de son film d'horreur personnel qu'il enregistrerait pour la postérité. Avant de partir, il glissa dans sa poche un petit enregistreur audio, un stylo d'apparence banale, mais qui pouvait capter la moindre conversation dans un rayon de 10 mètres. La caméra du salon avait déjà fait son travail. Maintenant, il lui fallait le son, l'ambiance, les rires cruels qui accompagneraient sa mise à mort sociale. La soirée était aussi fastueuse et vide de sens qu'il l'avait imaginé. Des gens riches et ennuyés buvaient du champagne trop cher en parlant de choses sans importance. Léo se tenait à l'écart, une proie facile. Antoine, ivre de son importance et de l'alcool, ne tarda pas à le repérer. Il s'approcha, suivi de quelques-uns de ses amis arrogants, un large sourire carnassier aux lèvres. « Regardez qui est là, notre mécanicien préféré. Léo, dis-moi, tu n'as pas peur de tacher le tapis personne avec tes chaussures de prolo ?» Les rires fusèrent. Léo ne dit rien, se contentant de les regarder, son visage une toile blanche sur laquelle il pouvait projeter tout leur mépris. Il sentait le regard de Chloé sur lui, non pas un regard de soutien, mais d'encouragement silencieux à son frère. Elle participait à sa propre manière, en le laissant seul face au loup. Le point culminant de la soirée fut le moment des cadeaux. Après qu'Antoine ait déballé des montres de luxe, des gadgets high-tech et des bouteilles de spiritueux rares, sa mère se tourna vers Léo avec un sourire mielleux. « Nous avons aussi un petit quelque chose pour toi, Léo. Nous savons que les temps sont durs, alors nous avons pensé à un cadeau utile. » Antoine apporta une grande boîte enveloppée dans du papier journal. Il la posa aux pieds de Léo avec un bruit sourd. « Ouvre-le, champion, c'est de notre part à tous. » Sous les regards amusés de tous les invités, Léo s'agenouilla et déchira le papier. À l'intérieur, il y avait une vieille caisse à outils, rouillée et cabossée. Quelques vieux tournevis et des clés à molettes graisseuses gisaient au fond. Un silence gêné tomba sur l'assemblée, rapidement brisé par l'éclat de rire tonitruant d'Antoine. « Voilà, pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais de mieux, te salir les mains, c'est tout ce que tu vaux de toute façon. » L'humiliation était totale, publique, dévastatrice. Léo sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les refoula. Il se releva lentement, regarda la caisse à outils, puis leva les yeux vers Antoine, Chloé et leurs parents. Il afficha un petit sourire triste et sincère. « Merci, dit-il d'une voix douce, c'est très attentionné de votre part. » Il prit la caisse à outils et, sous les rires qui reprenaient de plus belle, il se dirigea vers la sortie sans un mot de plus. Il marchait la tête haute, mais à l'intérieur, il était en morceaux. Ce n'était pas la rouille de la caisse à outils qui le blessait, mais la rouille qui rongeait le cœur des gens qu'il avait un jour aimés. Alors qu'il quittait la villa, il entendit Antoine crier une dernière phrase qui scella leur destin. « Et n'oublie pas, demain c'est mon grand jour, l'entretien final chez Innovatech. Je vais enfin rencontrer le grand patron, le mystérieux Léo Dubois. Fini de fréquenter la plèbe. Bientôt, je serai ton patron, Léo, tu m'entends ?» Léo ne se retourna pas. Il se contenta de serrer plus fort la poignée de la caisse à outils, un étrange sourire flottant sur ses lèvres dans l'obscurité. « Oh, Antoine !» pensa-t-il, « tu n'as pas idée à quel point tu as raison. » De retour chez lui, il déposa la caisse à outils au milieu du salon comme un trophée macabre. Puis il s'assit à son ordinateur. Il téléchargea l'enregistrement audio de la soirée depuis le stylo espion. Le son était cristallin. Les insultes, les rires, tout y était. Il ajouta ce fichier au dossier jugement final sur son disque dur sécurisé,
aux côtés des vidéos, des captures d'écran et des relevés bancaires. Le dossier était maintenant complet. Il envoya un simple message à Sylvie, c'est fait, lancez la phase 2. Quelques minutes plus tard, il reçut une notification. Sylvie avait transféré l'intégralité du dossier à Maître Bernard, leur avocat. Un autre message arriva, cette fois de l'avocat lui-même. Dossier reçu, c'est plus que suffisant, c'est une exécution. Mes instructions sont claires, je serai prêt demain matin. Léo se sentait étrangement calme. La douleur et l'humiliation avaient laissé place à une froide résolution. Il regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville. Il pensait à l'avoir brisé, l'avoir réduit à néant. Il célébrait leur victoire, ignorant qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Ils avaient sous-estimé l'homme tranquille qu'ils avaient pris pour un simplet. Ils avaient oublié que les moteurs les plus silencieux sont souvent les plus puissants. Il prit son téléphone et regarda une dernière fois une photo de lui et Chloé, prise le jour de leur mariage. Il semblait si heureux. Une seule larme roula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais une larme d'adieu. Adieu à l'homme qu'il avait été. Adieu à l'amour qu'il avait cru réel. Demain, ils allaient enfin apprendre qui il était vraiment. Demain, le masque allait tomber, et le bruit de sa chute serait assourdissant. La nuit fut courte, presque inexistante. Léo ne dormit pas, il resta assis dans le silence de son salon, la caisse à outils rouillée posée devant lui comme un autel dédié à la trahison. Il ne ressentait plus de douleur, seulement une clarté d'esprit presque effrayante. Chaque insulte, chaque rire, chaque mensonge des derniers mois défilaient dans sa tête, non plus comme des blessures, mais comme des pièces à conviction. Le soleil qui se leva sur Lyon ce matin-là n'était pas seulement le début d'un nouveau jour, c'était le début d'une nouvelle ère. Son ère. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans la villa cossue, l'ambiance était à l'euphorie. Chloé et sa famille célébraient déjà la victoire. Antoine, vêtu de son costume le plus cher, paradait devant le miroir, répétant son discours de présentation pour l'entretien chez Innovatech. Il était persuadé que le poste était déjà à lui. Ce Léo Dubois va être tellement impressionné par mon CV qu'il me suppliera de travailler pour lui, déclara-t-il avec arrogance. Chloé, sirotant un mimosa, rit de bon cœur. Et une fois que tu seras à lever à l'intérieur, tu pourras nous donner des informations sur la valeur réelle de l'entreprise. On ne sait jamais, peut-être que le garage de Léo vaut plus qu'on ne le pense. Leur cupidité était sans limite, leur confiance en eux absolue. Ils ne se doutaient pas que chaque mot prononcé était un clou de plus dans leur propre cercueil. Léo, de son côté, mettait la dernière main à son plan. Il passa la matinée au téléphone, non pas son téléphone personnel, mais le téléphone satellite crypté qu'il utilisait pour les affaires d'Innovatech. Le premier appel fut pour Sylvie. « Sylvie, tout est en place ?» La voix de son assistante était calme et précise. « Oui, Léo, Maître Bernard est déjà dans le hall d'Innovatech, se faisant passer pour un consultant externe. Les journalistes d'investigation que nous avons contactés sont en attente, ils ont reçu une version cryptée du dossier et attendent le mot de passe pour tout publier. La grande salle de conférence est prête, les écrans sont calibrés et j'ai personnellement vérifié le système de retransmission en direct. » Léo hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Parfait. Phase 3 à mon signal. Le deuxième appel fut pour le directeur de la clinique où sa mère se reposait. Il s'assura qu'elle ne serait dérangée sous aucun prétexte, qu'aucune visite, aucun appel ne lui parviendrait avant qu'il ne vienne la voir en personne ce soir-là. Il voulait la protéger du chaos qui allait s'abattre. Enfin, il fit le plus difficile. Il envoya un message à Chloé. « Bonne chance à Antoine pour son entretien. Je suis désolé pour hier soir. J'ai été stupide. Pour me faire pardonner, j'aimerais vous inviter, toi et tes parents, à déjeuner après son entretien. Il y a un excellent restaurant juste à côté d'Innovatech. C'est moi qui régale. » Il jouait son rôle de victime repentante jusqu'au bout. La réponse ne se fit pas attendre. « Oh, Léo, c'est gentil, mais tu es sûr que tu peux te le permettre ?» Le mépris transpirait même à travers le texte. « Ne t'inquiète pas, répondit-il. J'ai vendu quelques outils. » Il imagina son petit rire suffisant. Quelques minutes plus tard, elle confirma. « D'accord, on sera là. Antoine devrait avoir fini vers 13h. On se retrouve devant la tour Innovatech. » Le piège était maintenant amorcé. Ils allaient venir à lui
de leur plein gré, pensant assister à une dernière humiliation, celle d'un homme ruiné essayant de racheter sa place. L'ironie était délicieuse. Alors que l'heure fatidique approchait, Chloé commit sa dernière et plus grave erreur. Persuadée que Léo était au fond du trou, elle décida de porter le coup de grâce. Elle lui envoya par WhatsApp une photo des papiers du divorce, déjà signés de sa main, avec un message. Juste pour que tu saches à quoi t'attendre. Maître Dubois, un cousin de papa, dit que tu n'as aucune chance. Tu vas finir à la rue. Signe ça et épargne-nous une perte de temps. Elle venait de lui fournir la preuve ultime de sa préméditation, une preuve qu'elle avait initié la procédure bien avant leur rupture. Léo fit une capture d'écran et l'envoya instantanément à son avocat avec un seul mot, annexe Z. Il passa le reste de la matinée à se préparer. Il ne choisit pas un costume de PDG. Il choisit les mêmes vêtements qu'il portait lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois. Un simple jean, un t-shirt propre et ses vieilles bottes de travail. Il voulait qu'ils voient l'homme qu'ils avaient essayé de détruire, pas le fantôme de sa fortune. Il arriva à la tour Innovatech 1 heure en avance. Le bâtiment de verre et d'acier qui dominait la ville était son royaume, mais aujourd'hui, il allait devenir son tribunal. Il monta directement au dernier étage, dans la salle de conférence panoramique. Sylvie l'attendait. Tout est prêt, Léo. Les écrans géants qui tapissaient les murs étaient pour l'instant noirs. Des caméras discrètes étaient positionnées à chaque angle. Sur la table massive en bois précieux, une seule place était mise en évidence, celle du président. Léo regarda la ville s'étendre à ses pieds. Il repensa à tout ce qu'il avait enduré. L'humiliation, la trahison, la douleur, tout cela l'avait mené à ce moment précis. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement une détermination de faire. Il reçut un message de la réception. « Monsieur Antoine Fournier est arrivé pour son entretien. » Léo sourit. « Faites-le monter, répondit-il. Et prévenez-moi quand le reste de la famille arrivera. » Il se tourna vers Sylvie. « C'est l'heure. Lancez la retransmission en direct sur le lien privé que nous avons envoyé aux journalistes. Et préparez-vous à envoyer le mot de passe. » Il s'assit dans le grand fauteuil en cuir, le dos tourné à la porte, contemplant la ville. Il entendit la porte s'ouvrir, les pas assurés d'Antoine résonnant sur le marbre. Il entendit la voix de Sylvie, polie et professionnelle. « Monsieur Dubois vous recevra dans un instant. » Dans quelques heures, leur monde allait s'écrouler. Mais ils n'allaient pas seulement perdre leur argent ou leur réputation. Ils allaient perdre leur arrogance, leur certitude, leur sentiment de supériorité. Il allait leur prendre la seule chose qui comptait vraiment pour eux, leur pouvoir. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Antoine entra dans la salle de conférence avec l'assurance d'un conquérant. La vue panoramique sur Lyon le fit siffler d'admiration. « Pas mal », lança-t-il à la silhouette assise dans le grand fauteuil dos à lui. « J'espère que mon bureau aura la même vue. » Il s'assit en face, posant sa mallette en cuir sur la table. Il attendit, un sourire suffisant aux lèvres, prêt à charmer ce fameux Léo Dubois. Le fauteuil pivota lentement, très lentement, et le visage qui apparut ne fut pas celui d'un PDG inconnu, mais celui, familier et calme, de Léo, le mécanicien, son beau-frère. Le sourire d'Antoine se figea, se transforma en une grimace de confusion totale. « Léo, qu'est-ce que tu fiches ici? Tu es le nouveau concierge ?» Léo ne répondit pas tout de suite. Il savoura l'instant, le choc pur et l'incrédulité dans les yeux d'Antoine, puis il appuya sur un bouton de la console intégré à la table. La porte de la salle s'ouvrit, et Sylvie fit entrer Chloé et ses parents. Ils étaient tout sourire, s'attendant à retrouver Antoine triomphant. Leur sourire s'évanouit instantanément quand ils virent Léo assis à la place du PDG. « Léo ?» balbutia Chloé, son visage passant de la confusion à l'irritation. « Qu'est-ce que c'est que cette blague? Où est Monsieur Dubois ?» Léo se leva. Il n'était plus le mécanicien effacé. Il se tenait droit, une aura de puissance et d'autorité émanant de lui. « Bonjour », dit-il d'une voix glaciale qui résonna dans le silence de la pièce. « Je suis Léo Dubois. Antoine, commençons votre évaluation. » Le choc fut si violent qu'il était presque palpable. La mère de Chloé porta une main à sa bouche, son père devint blême. Chloé le regardait, les yeux écarquillés, secouant la tête, comme pour chasser une hallucination. « Non, c'est impossible, c'est un mensonge. » Léo sourit, un sourire sans chaleur. « Oh, nous allons parler de mensonges. Asseyez-vous. Tous, le spectacle va commencer. »
D'un autre geste sur la console, les écrans géants qui tapissaient les murs s'allumèrent. La première image qui apparut fut une photo haute résolution de la caisse à outils rouillée, posée comme une œuvre d'art sur un fond noir. « Cadeau d'anniversaire », dit Léo, un rappel touchant de ma vraie place dans ce monde. Puis les vidéos commencèrent. La première était celle du dîner chez eux. La voix d'Antoine, claire et nette, résonna dans la salle. Alors, Léo toujours à jouer avec des boulons, leur rire, amplifié par le système audio de la salle, semblait monstrueux. La famille se recroquevilla sur leur siège. Les écrans enchaînèrent. On vit Chloé au téléphone avec sa mère. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore supporter cette mascarade. Vivre comme une pauvre, c'est un enfer. » Puis, la scène de l'anniversaire d'Antoine. L'humiliation publique, le cadeau empoisonné, les rires cruels de tous les invités. Chaque mot, chaque ricanement était capturé. Le visage d'Antoine était maintenant d'un rouge écarlate. Son père fixait le sol, tandis que sa mère semblait sur le point de s'évanouir. Chloé tremblait de tous ses membres, murmurant « Non, non, non ». Léo laissa les images parler d'elles-mêmes, puis il projeta un nouveau document sur l'écran principal, le relevé bancaire du compte commun montrant le débit de 1200 € pour un sac de luxe juste à côté de la capture d'écran de l'appel désespéré de sa sœur. Cet argent, dit Léo, sa voix tremblant de rage contenue, était pour les médicaments de ma mère. Elle aurait pu mourir. Pour un sac à main, il se tourna vers Chloé, dont les yeux était maintenant rempli de larmes de panique, pas de remords. Tu as choisi un accessoire de mode plutôt que la vie d'un être humain. L'avocat, maître Bernard, entra alors dans la pièce, un dossier à la main. Si je peux me permettre, monsieur Dubois, il distribua à chacun une copie d'un document. Ceci est une plainte officielle pour tentative d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance et mise en danger de la vie d'autrui. Le contrat de mariage que vous avez fait signer à monsieur Dubois est frauduleux et sera annulé. Le père de Chloé, qui était avocat, arracha le document des mains de l'huissier et le lut, son visage se décomposant à chaque ligne. « C'est fini », murmura-t-il. « On est fini. » C'est alors que Léo porta le coup de grâce. Vous savez, j'ai toujours cru que la vraie pauvreté n'était pas de manquer d'argent, mais de manquer de cœur. Et les vôtres sont en faillite. Il appuya sur un dernier bouton. Sur les écrans, le visage d'un célèbre journaliste d'investigation apparut. « Merci, monsieur Dubois. Nous sommes en direct. Le mot de passe a fonctionné. Votre histoire est en train d'être diffusée sur toutes les chaînes d'information nationales et sur les réseaux sociaux. » La famille se figea, réalisant l'ampleur du désastre. Ce n'était pas une humiliation privée. C'était une exécution publique. Leurs visages, déformés par la cupidité et la cruauté, étaient maintenant visibles par des millions de personnes. Le téléphone d'Antoine commença à vibrer frénétiquement sur la table. Des notifications, des messages, des appels. Sa carrière était terminée avant même d'avoir commencé. Chloé se leva, hystérique. « Léo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. J'ai fait une erreur. » Léo la regarda, et pour la première fois, il ne vit que le vide. L'amour, tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. Tu n'as jamais aimé que mon argent, un argent dont tu ignorais même l'existence. La partie est terminée, Chloé. Il se tourna vers la caméra du journaliste. Mon nom est Léo Dubois. Pendant 1 an, j'ai vécu comme un homme simple pour trouver un amour sincère. Au lieu de cela, j'ai trouvé la cupidité et la cruauté. Que mon histoire serve de leçon. Les masques finissent toujours par tomber. Il fit un signe à la sécurité qui entra discrètement dans la pièce. Veuillez raccompagner ces personnes à l'extérieur. Leur présence n'est plus requise. Alors qu'on les emmenait, brisés, humiliés, détruits, Antoine se retourna une dernière fois et hurla « Tu vas le payer, Léo! Tu vas le payer !» Léo ne répondit pas. Il se contenta de regarder la ville à travers la baie vitrée. La justice en était rendue. Les notifications sur les réseaux sociaux explosaient. Le hashtag Justice pour Léo était en tête des tendances mondiales. Des milliers de messages de soutien affluaient. Il avait perdu un faux amour, mais il avait gagné le respect de millions de personnes. La vérité avait enfin éclaté et rien ne serait plus jamais comme avant. Pour lui, c'était le début d'une nouvelle vie. Pour eux, ce n'était que le début de leur chute. La chute de la famille Fournier ne fut pas seulement rapide, elle fut totale. Dans les heures qui suivirent la diffusion en direct, leur monde s'effondra comme un château de cartes.
Le cabinet d'avocats du père perdit tous ses clients importants en moins de 24 heures. Il fut radié du barreau pour fraude et complicité d'escroquerie. La villa luxueuse, qui s'avéra être lourdement hypothéquée auprès d'une banque appartenant à une filiale d'Innovatech, fut saisie. Ils perdirent tout, la maison, les voitures, le statut social. Antoine, devenu la risée de la France, ne trouva jamais de travail dans son domaine. La vidéo de son entretien devint un mème viral, synonyme d'arrogance et de stupidité. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme livreur, ironiquement, pour une application concurrente de celle développée par Innovatech. Quant à Chloé, elle fut la plus durement touchée. Le divorce fut prononcé en un temps record, conformément au contrat de mariage qu'elle avait elle-même manigancé, mais invalidé par la fraude. Elle repartit sans un centime. Rejetée par ses anciennes amies, humiliée publiquement, elle dut retourner vivre dans un petit studio et trouver un travail de vendeuse pour survivre. Le sac à main de luxe, symbole de sa trahison, fut la seule chose de valeur qu'elle conserva, un rappel quotidien et amer de tout ce qu'elle avait perdu. Pour Léo, la vie prit un tournant radicalement différent. Après le chaos médiatique, il se retira des feux, des projecteurs. Sa première priorité fut sa mère. Complètement guérie, elle vint s'installer dans une magnifique maison que Léo lui acheta près de la sienne, entourée d'un jardin où elle pouvait cultiver ses fleurs en paix. Il reprit les rênes d'Innovatech, non plus dans l'ombre, mais en tant que leader visionnaire et respecté. Mais l'épreuve l'avait changé. Il ne se contenta pas de diriger son entreprise. Il créa la Fondation Dubois pour la justice sociale, une organisation dotée de plusieurs millions d'euros, dédiée à aider les victimes d'abus de confiance et de manipulation, offrant une aide juridique gratuite à ceux qui, comme lui, avaient été trahis par des proches. Il retrouva également l'amour, mais cette fois, de manière inattendue. Sylvie, son assistante loyale et brillante, qui avait été son roc pendant toute cette épreuve, devint sa confidente, puis son amie, et enfin son épouse. Leur mariage fut simple, discret, entouré seulement de quelques vrais amis et de la famille de Léo. Ils eurent 2 enfants et bâtirent une vie basée sur la confiance, le respect et un amour sincère. L'histoire de Léo Dubois eut un impact bien au-delà de sa vie personnelle. Le hashtag #Justice pour Léo déclencha un débat national sur la violence économique au sein des couples. Des lois furent même modifiées pour mieux protéger les conjoints dans des situations similaires. Netflix produisit une mini-série à succès inspirée de son histoire. Et le livre qu'il écrivit, Le mécanicien milliardaire, devint un best-seller international inspirant des millions de personnes à ne jamais abandonner face à l'injustice. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si vous vous promenez dans le vieux Lyon, vous pourriez apercevoir un homme aux mains encore un peu calleuses, en train de réparer un vieux moteur dans un petit garage. Léo n'a jamais abandonné son premier amour pour la mécanique. C'est son rappel constant de qui il est, d'où il vient, et de la valeur du travail honnête. Le garage n'est plus une façade, c'est un centre de formation gratuit pour les jeunes défavorisés qui veulent apprendre un métier. Il leur enseigne non seulement la mécanique, mais aussi la valeur de l'intégrité et du respect. Il a transformé sa plus grande douleur en sa plus grande force, son humiliation en une source d'inspiration pour les autres. La caisse à outils rouillée est toujours là, exposée dans le hall d'entrée d'Innovatech sous une vitrine en verre avec une simple plaque « N'oubliez jamais que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses possessions, mais à la taille de son cœur. » Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois,
une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous.